Bonjour et bienvenue. Ce podcast vous propose un recueil de lettres ouvertes, écrites par une personne qui a choisi de rester anonyme. À travers ces lettres, l'auteur partage ses réflexions sur différentes thématiques et sur les groupes qui composent notre société. Vous ne serez peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et c'est bien normal. Mais ici, l'objectif n'est pas d'imposer une vérité, mais de susciter la réflexion. Chaque lettre défend un point de vue, parfois tranché, toujours argumenté, avec des exemples, des références et des sources. Alors, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit. Bonne écoute. Cher battant, j'admire vos efforts. Un battant n'abandonne jamais est votre devise. J'aime votre façon optimiste de voir les choses, car avant tout, comme dirait François Guizot, le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Vous avez cette capacité à surmonter les obstacles de la vie. Soyez-en fiers. C'est une qualité que vous possédez étant donné que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je sais, vos parcours diffèrent les uns les autres, mais il n'empêche que, quand vous voulez quelque chose, vous n'hésitez pas à mouiller la chemise pour l'obtenir. Quand vous tombez, vous vous relevez et même quand le poids sur vos épaules s'alourdit, vous tenez bon. Quelle mentalité de fer! Malheureusement, cela ne reste pas sans conséquences. Durant votre parcours, il y a eu beaucoup de remises en question, de doutes, d'envie de tout lâcher, d'hésitation, et tout cela laisse des séquelles. Séquelles que vous avez toujours su tirer à votre avantage. Les douleurs d'hier ont fait votre force aujourd'hui. Dommage qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous. Vous qui êtes toujours là à mettre en œuvre votre volonté, à user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés et à rester ferme dans une résolution, une opinion ou une attitude. Le travail paie et vous avez pu constater que la persévérance aussi. Peu importe qu'il y ait des gens qui ne croient pas en vous, peu importe qu'il y ait des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ne désespérez jamais car nous savons que vous êtes des battants. En espérant que vous puissiez toujours concrétiser vos projets. Bien à vous. Cher travailleur acharné, un proverbe dit « Le travail acharné paie demain, la paresse est récompensée aujourd'hui. J'aime votre détermination. Pour moi, être un travailleur acharné est une des plus belles qualités chez une personne. C'est sans aucun doute ce qui apporte le succès dans nos vies, nos communautés et nos nations. Peu importe les messes basses qu'il y a autour de vous, sachez que vous êtes un organe précieux au sein de votre entreprise, organisation ou société, et ce parce que vous êtes productif. J'aime votre manière de toujours accomplir le travail, et ce, de façon efficace. Vous et moi savons que le travail acharné tient toujours ses promesses, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais d'où vous vient cette détermination ? Est-ce parce que vous aviez une enfance particulièrement difficile où vous vous êtes livré à vous-même, ce qui fait que vous ayez aujourd'hui une toute autre vision de la vie? Ou simplement parce que vous avez toujours eu des ambitions et faites maintenant le nécessaire pour atteindre vos objectifs? Quoi qu'il en soit, je vous félicite pour vos bienfaits et vous incite à continuer ainsi. Les gens auront toujours besoin de vous dans ce monde. Grâce à vous, vous pouvez offrir à vos enfants l'enfance dont vous aviez rêvé, leur épargner de l'argent afin qu'ils ne manquent de rien, ou même réaliser financièrement certains de leurs projets. À ce niveau, l'image qu'ils auront de vous sera toujours positive, en espérant que la vie puisse continuer à vous sourire, et ce pour toujours. Bien à vous. Vous, élite du monde, sous prétexte que vous occupez des postes importants dans nos sociétés et ne manquez pas d'argent, de quel droit vous sentez-vous supérieur à nous? Bien que vous puissiez profiter de vos richesses sur les peuples, le temps est à la révolution pour les populations d'en bas. Déjà qu'on n'a jamais cru à vos mensonges, et maintenant grâce au soutien d'Internet, on n'hésite plus à le démontrer. Désormais, la voix du peuple commence à s'élever. Vous voilà en train de perdre le contrôle. David est en train de combattre Goliath, et nous savons tous l'issue de ce combat. Vos discours officiels ne sont plus efficaces. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois la même. On n'a plus confiance en vos politiques. À force d'espérer le changement venant de vous, nous sommes en train de l'imposer. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En ce qui concerne vos médias, n'en parlons pas. De même pour les banquiers,
qui ont toujours été maîtres dans l'art de voler aux pauvres pour redistribuer aux riches. De plus, vous refusez au peuple de s'exprimer. Pourquoi les soldats qui sortent d'une guerre ne peuvent librement et publiquement s'exprimer à propos du traumatisme qu'ils ont vécu? Pourquoi à chaque fois que de simples individus veulent jouir de leur droit à manifester pour tel ou tel fait, quand ça ne vous arrange pas, vous leur refusez ce droit fondamental ou alors mettez en place une police militarisée, autorisée à dégainer à la moindre contrainte? Les peuples veulent de plus en plus leur autonomie, quitte à réclamer une récession. Cela vous inquiète, n'est-ce pas? Voyant toutes ces évolutions, pour ne pas dire révolution, vous tomber au nez, vous voilà comme par magie, en train de vouloir que la population mondiale soit divisée par 2 dans le soi-disant but de préserver la planète. Continuez, on y croit tous, à bon entendeur. Chers isolés de la vie, que vous soyez sur un lit d'hôpital, dans une cellule de prison ou dans une profonde dépression, contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne vous oublie pas. Il y a et aura toujours une personne qui pense à vous, croyez-moi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas en appliquant la politique de l'autruche que les choses s'arrangeront. Gardez espoir, dites-vous qu'à chaque jour suffit sa peine et que demain sera un jour meilleur. Beaucoup d'entre vous mènent actuellement une vie difficile, grave maladie, deuils difficiles à gérer, perte d'emploi ou simplement un fort sentiment de solitude. D'autres n'ont plus de vie sociale. À vous tous, je n'ai envie de dire qu'une chose, réveillez-vous. Malgré le flou artistique dans lequel vous êtes en ce moment, vous avez quand même de bonnes choses dans vos vies. Si, je vous assure, faites un bilan sur vous et votre vie. Vous avez une famille, des gens qui vous apprécient, une femme ou un homme qui attend que vous rebondissiez. Apprenez à apprécier les choses que vous avez déjà et vous en posséderez de meilleures. La vie est bien trop courte pour la gâcher, alors ressaisissez-vous. Vous avez eu la chance de naître en vie, alors profitez-en et allez de l'avant. Accomplissez vos rêves, minces, et surtout, mettez-y beaucoup d'enthousiasme. Un proverbe dit « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à être ce que tu as toujours été et obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Sa morale est que, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc faites-moi plaisir, gardez espoir en la vie et investissez sur votre temps libre afin d'améliorer la situation. Pour ceux qui sont en prison, cultivez-vous davantage. Pour ceux qui sont sur un lit d'hôpital, incitez vos proches à vous rendre davantage visite afin de communiquer. Et ceux qui sont dépressifs, sortez, voyez du monde, changez d'horizon. Mais surtout ne restez pas seul, en espérant que votre situation s'améliore. Bien à vous. Chers mariés, je vous adresse mes félicitations pour cette union légitime et meilleurs vœux pour cette vie conjugale qui prend un tout nouveau début. Que cela prenne une forme civile ou religieuse, le mariage est la preuve d'amour la plus noble qui unit 2 personnes. Pour le meilleur et pour le pire, vous voilà dorénavant mariés. Parce que vous vous aimez et n'envisagez pas de passer le reste de vos vies l'un sans l'autre, vous avez décidé de vous marier. Sachez, jeunes mariés, qu'il va falloir désormais vous accrocher sur ce long chemin de bonheur car ce ne sont pas les obstacles qui manqueront. Dans cette destination, vous pouvez être sûr que vous aurez des coups durs à traverser. Pour rien au monde, vous ne devez vous éloigner. La priorité est de toujours prendre en compte le bonheur de l'autre dans tous vos choix. Les épreuves de la vie vous feront douter l'un l'autre, vous attristeront, vous affaibliront et la tentation vous guettera toujours d'un œil sournois. Mais il est nécessaire de toujours se relever. Quand une personne vous accorde une place dans sa vie, il est important de l'apprécier à sa juste valeur, chose que vous avez su faire jusqu'à présent. Continuez ainsi. Vous savez, dans la vie amoureuse, il y a ceux et celles qui se satisfont que d'une personne, puis il y a les autres. Vous avez décidé d'être des premiers. Les gens changent avec le temps, tant au niveau mental que physique. L'essentiel est de toujours rester désirable aux yeux de l'être aimé. Surtout, n'hésitez pas à toujours remettre en question votre union dans l'unique but de la faire prospérer. Sachez une dernière chose, l'amour ne disparaît pas tant qu'on ne l'a pas vraiment souhaité. Il s'entretient de jour en jour, en espérant le vôtre éternel. Bien à vous. Vous, briseurs de couple, un proverbe africain dit « L'une des plus grandes douleurs est d'aimer une personne que tu ne peux pas avoir. »
Cette phrase est la plus détestée des briseurs de couple. Pourquoi vous acharnez-vous à vouloir séduire une personne en couple? Quelle est votre réelle motivation? Est-ce seulement physique, étant donné qu'on désire ce qu'on ne possède, ou est-ce plus poussé que ça? Saisissez-vous l'importance des conséquences que cela peut engendrer si vous parvenez à vos fins. Voilà toutes les questions qu'on se pose pour essayer de vous comprendre. De toutes les merveilleuses beautés qui peuplent ce monde, il vous faut faire une fixation sur celles qui ne sont pas disponibles. Et quand vous parvenez à vos fins, vous jubilez, montrez toutes vos dents comme si vous veniez de détenir un trophée. C'est quoi la suite? Quand est-ce que vous comprendrez qu'il n'y a rien à gagner à vouloir séduire une personne en couple, et ce, même si elle est dans une phase compliquée? Ça ne sert à rien. Et puis, si ça fonctionne, et qu'après vous voulez faire les choses bien avec elle, qu'est-ce qui vous garantit qu'elle ne vous fera pas la même chose? C'est-à-dire être séduite à nouveau par une tierce personne. Au lieu de ne penser qu'à vous à un instant T, réfléchissez sur le long terme et ayez du sens. En agissant comme vous le faites, n'oubliez pas les conséquences de vos actes. Séparation, mariage rompu, famille brisée, projets communs volatilisés ou même dépression dans certains cas. On devine que vous n'aimerez pas qu'il vous arrive la même chose. Alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites aux gens ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse? En espérant que vous prendrez le temps de méditer sur ces mots. À bon entendeur. Vous, michetonneuse, qui mettez en avant les atouts dont Mère Nature vous a doté, dans l'unique but de séduire une catégorie d'hommes pour en tirer le meilleur parti financier, recevoir de l'argent et des cadeaux, honte à vous. Heureusement que la nature fait bien les choses et vous rappellera à l'ordre tôt ou tard. Voyant que la chair est faible et que les hommes en sont sensibles, vous jouez de vos charmes à tort et à travers pour les faire succomber, dans le but de profiter de leur situation, de préférence financière. Quelle légèreté d'esprit! Certaines d'entre vous, si ce n'est toutes, veulent un homme qui puisse dépenser sans compter et qui puisse s'acheter des choses luxueuses alors qu'elles-mêmes n'en ont pas les moyens. D'autres veulent un homme avec de vraies ambitions et des buts dans la vie alors qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent concrètement. Tout ce que vous avez, ce sont votre physique qui vous permettra de réussir dans la vie. Votre physique qui vous aidera à pigeonner des hommes afin qu'ils vous entretiennent pour toujours. Votre physique qui attire les hommes mentalement faibles et pousseront à briser des couples ou des familles. Quand je pense que des millions de femmes à travers le monde se sont battues et se battent encore pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité des sexes, comment osez-vous continuer à vous comporter ainsi, reflétant ainsi l'image de femmes faciles et surtout de femmes objets? La vérité, certaines d'entre vous méritent tant des claques. Au lieu de ne miser que sur votre physique, je suis persuadé que nombre d'entre vous ont la capacité de faire de brillantes études et aspirent à une autre vie. Croyez-moi, je doute fort que l'on vieillisse avec ce genre de mentalité. Tôt ou tard, viendra une profonde remise en question. Pour celles qui seront avec la poule aux œufs d'or, en mettant en avant leur physique au départ, cette dernière s'en lassera avec le temps. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il aurait fallu avoir plusieurs cartes sous sa manche. À bon entendeur. Chers complexés, vous qui ne vous sentez pas bien dans votre peau pour différentes raisons, sentiment d'infériorité, timidité, manque de confiance en soi, et ce au niveau physique, psychique ou social, je vous en conjure, cessez d'avoir une image déformée de vous-même. Que vos complexes apparaissent dans un environnement familial ou social dû à la pression des médias pour le culte de l'apparence, qui ne fait qu'accroître ce sentiment d'infériorité, sachez que vous êtes très bien comme vous êtes. Restez tel que vous êtes, car après tout, nous sommes tous des humains, avec nos qualités et surtout nos imperfections. Fichez-vous du regard des autres, car tant que vos proches et votre entourage vous acceptent tel que vous êtes, où est le souci en fin de compte ? Bien sûr, il est humain d'avoir des complexes. L'imperfection même est humaine. Ce qui compte est de pouvoir vivre avec et surtout les accepter, ou du moins alléger ses défauts dans une mentalité sereine. Lorsque vous accordez trop d'importance à un complexe, vous vous repliez sur vous-même et vous persuadez que cette imperfection est la cause de tous vos échecs.
C'est mauvais de penser comme ça, vous pouvez vite sombrer dans la dépression. Autorisez-vous à être imparfait, arrêtez de vouloir absolument plaire à tout le monde et surtout, transformez vos différences en atouts, cela vous rendra meilleur. Épanouissez-vous dans ce que vous faites de bien et quand vous vous miroitez, voyez-vous en tant qu'individu avant toute autre chose et non en tant qu'objet à retoucher. En espérant que tous vos complexes fassent désormais partie du passé. Bien à vous. Vous, hypocrite, dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur, et avec ce comportement constant par lequel vous exprimez des sentiments, opinions que vous n'avez ou que vous n'approuvez pas, pourquoi ressentez-vous le besoin d'agir ainsi ? Même si l'hypocrisie a toujours existé depuis l'apparition de l'espèce humaine, je rêve qu'un jour, ce fléau puisse disparaître à jamais. Sous prétexte qu'une personne de votre entourage a quelque chose que vous n'ayez encore, tout est bon pour l'envier. Vous ne vous dites même pas que tout vient à point à qui sait attendre et qu'un jour, si vous attendez patiemment, votre tour viendra. Non, au lieu de cela, vous vous amusez à parler sur le dos de la personne, quitte à lui causer du tort. Ce n'est pas juste. Tout travail mérite salaire, et ce n'est pas en vous comportant ainsi, en enviant discrètement le parcours de l'autre, que tout s'arrangera. Pour ceux qui méprisent le comportement d'une personne officieusement, mais qui lui font croire qu'ils l'approuvent officiellement, vous êtes aussi concernés. La plupart d'entre vous agissent ainsi sans se rendre compte des conséquences de vos actes. À cela, laissez-moi vous dire quel type de conséquences il peut y avoir en ayant ce comportement. Premièrement, vous n'êtes pas objectif avec votre cible. Au lieu de lui donner de bons conseils, votre aveuglement vous poussera à faire l'inverse. Deuxièmement, votre comportement peut lui porter atteinte. Pour finir, pour ceux qui se feront prendre au final, vous devrez prendre votre courage à deux mains et justifier de vos actes ouvertement. Pour toutes les personnes qui vivent actuellement cette situation, sincèrement, efforcez-vous à passer au-dessus de ça et dites-vous humblement qu'un jour, votre tour viendra. Pour les autres types d'hypocrites, efforcez-vous d'être sincère avec l'autre si vous êtes obligé de le côtoyer, sinon rompez le contact, à bon entendeur. Vous, confident, à qui l'on fait part de nos pensées les plus intimes, des pensées d'amour et de haine, de joie et de peine, ou simplement de nos réflexions. De quel droit vous croyez-vous au-dessus de nous? Comme l'être humain est sociable par nature, il faut reconnaître que vous êtes utile dans la société. Grâce à vous, on soulage nos pensées. Tout homme a besoin d'exprimer ses pensées. Le souci vient du fait qu'à force de se confier à vous, et sachant pertinemment qu'on vous a accordé une place dans nos vies, nombre d'entre vous ne l'apprécient guère à sa juste valeur et finissent par en abuser. Comme à chaque confidence, vous en apprenez toujours plus sur nous. Beaucoup d'entre vous sont amenés à menacer de révéler nos secrets, et ce en passant par la manipulation, abus de faiblesse, chantage, menaces, pression psychologique, et j'en passe. Dire qu'on vous faisait assez confiance pour s'adresser à vous, il faut croire que non. Un exemple, une petite amie qui ose enfin vous parler de son passé dont elle a honte. Quand tout va bien dans le couple, vous compatissez et l'encouragez à avancer dans la vie. Mais une fois que le couple n'existe plus, on se demande où est passée cette compassion. De même avec une personne en couple. À qui vous faites croire que vous êtes son ami, ouais. Et écoutez avec passion ses confidences, mais quand celle-ci rencontre des difficultés dans son couple, au lieu de réellement l'épauler, vous passez la seconde vitesse et jouez avec ses émotions pour obtenir ce que vous avez toujours voulu, elle. Sachez que si vous êtes ce genre de confident, qui sème le vent, récolte la tempête, vous n'en serez pas épargné. Cordialement. Chers boucs émissaires, à qui l'on fait endosser injustement une responsabilité ou une faute pour laquelle vous êtes totalement ou partiellement innocent, vous avez ma compassion. Les gens s'acharnent sur vous pour se déculpabiliser de leurs propres fautes ou de leurs échecs, chose totalement inadmissible. Dans son ouvrage « Le bouc émissaire », paru en 1982, l'anthropologue René Girard tend à démontrer que les causes qui expliquent cette attitude offensive que les gens ont sur vous sont les suivantes.
Dans un premier temps, les gens éprouvent un désir mimétique à l'égard des autres, c'est-à-dire qu'ils désirent imiter ce que les autres désirent ou posséder ce qu'ils possèdent. De ce désir mimétique surgit une violence généralisée. Les individus voyant qu'ils ne peuvent obtenir ce que les autres ont, se voient naître en eux une certaine rivalité, voire de la violence. Le seul moyen de se satisfaire de ce désir mimétique. Enfin, pour remédier à ce chaos destructeur, il a fallu aux hommes trouver un bouc émissaire, seul rempart contre cette violence, transformant ainsi le tous contre tous en tous contre un. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas une excuse, surtout quand on part du principe que nul ne doit être condamné pour les fautes qu'il n'a pas commises. Alors, boucs émissaires, insurgez-vous car ce n'est pas juste. Des boucs émissaires, il y en a toujours eu, et ce partout, dans toutes les communautés, sociétés, religions et j'en passe. Alors l'heure est venue, mesdames et messieurs, de se lever contre vos oppresseurs, peu importe le prix. J'aimerais terminer cette lettre avec la très juste citation d'Amélie Nothomb. C'est drôle, ce besoin qu'ont les gens d'accuser les autres d'avoir gâché leur existence, alors qu'ils y parviennent eux-mêmes sans l'aide de quiconque. Bien à vous. Vous, traîtres, qui abandonnez, livrez à leurs ennemis une personne ou un groupe d'individus qui comptaient sur vous ou trompaient leur confiance. Honte à vous. De toutes les souffrances qu'un être humain puisse subir, la trahison est sans doute l'une de celles qui laissent les cicatrices les plus profondes. Vous laissez à l'autre la désillusion totale, la perte de confiance, la fin d'une relation, le deuil des rêves et de projets que vous aviez ensemble. De plus, il y a un impact négatif que cette trahison aura sur son estime de soi. Entre en jeu la critique sévère que l'être trahi porte envers lui-même par rapport à son manque de jugement, les remises en question, la peine et la colère en alternance. Suite à cela, les personnes trahies deviennent alors extrêmement observatrices et ont un regard éveillé, intense. Je doute fort que vous adorerez vous retrouver dans cette situation. Alors, pourquoi faire aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, vous, adepte du double discours? Heureusement qu'il est possible de guérir de cette blessure, même si cela ne veut pas dire que la trahison n'a jamais eu lieu. Ça veut tout simplement dire qu'elle ne contrôle plus notre vie. Se dire qu'absolument tout arrive pour notre plus grand bien permet de voir les déceptions et les trahisons d'une autre façon et de positiver. Il vaut mieux voir les choses de manière optimiste que pessimiste et soyez sûr d'une chose, traître, vos actes ne resteront pas sans conséquences. La trahison retombe toujours sur le traître, à bon entendeur. Chers parents, heureux d'un très joyeux événement, vous voilà maintenant parents et responsables d'un petit bout de chou, fruit de votre amour. Mes félicitations. Désormais, il vous faudra élever ce garnement en lui inculquant une bonne éducation et les valeurs de la vie. Tâche facile à dire, mais pas facile à faire. Parce que vous vous aimez et aviez pour projet d'avoir un enfant, il va falloir maintenant l'accompagner au moins dans ses 18 premières années de vie. La responsabilité parentale, selon le philosophe Hans Jonas, recouvre tous les aspects de la vie de l'enfant, de la simple existence jusqu'aux intérêts les plus élevés. Elle s'exprime d'abord du point de vue corporel, ensuite de l'éducation dans un sens général. Même si ce dernier vous déçoit, et ce au plus haut point, car Dieu seul sait à quel point les enfants peuvent décevoir leurs parents, il ne vous faut surtout pas oublier ces fondamentaux. L'enfant, quoi qu'il advienne dans sa vie, aura toujours besoin d'une figure paternelle et d'une figure maternelle, et ce sont aux parents, en toute légitimité, à qui revient ce rôle. Il est donc important d'en saisir l'importance, même si avec le temps, il s'avère que vous n'êtes plus en couple, laissez à chacun le droit de jouir de ce rôle. Montrez à votre protégé que vous serez toujours à ses côtés et qu'il pourra toujours compter sur vous. Il appréciera et vous aura à cœur durant toute son existence. Il est triste de constater que beaucoup de parents ne saisissent vraiment pas la chance qu'ils ont d'être père ou mère. C'est regrettable. Bonne chance pour l'avenir, bien à vous. Vous, infidèles, qui manquez de fidélité et de respect à un engagement, vous me décevez. On dirait que vous n'avez pas d'éthique. Quoi que vous puissiez dire sur l'infidélité pour vous justifier, cela n'en est et n'en sera jamais moins que de l'infidélité.
Et avec l'ère d'Internet et des applications de rencontres, sa tentation n'a jamais été aussi forte, tant bien pour les hommes que pour les femmes. En d'autres termes, ce n'est pas la solution pour résoudre quoi que ce soit, que le problème vienne de vous ou de votre relation. Vous, infidèle, l'êtes souvent pour fuir la réalité. Ainsi, vous niez avoir quelque chose à régler avec vous-même, tel qu'un problème de libido, un problème d'engagement, ou une faille narcissique qui fait que vous ressentez le besoin de recevoir beaucoup d'amour. L'infidélité est même un leurre. Qu'on réfléchisse bien. Comment, en allant voir à l'extérieur du couple, pourrait-on régler ce qui ne va pas au sein du couple ? De plus, depuis ces dernières années, l'infidélité est devenue un culte ayant pour lui plusieurs disciples. D'ailleurs, son nombre ne cesse d'augmenter et sa propagande de se propager. En plus d'applications de rencontres de base, il y a maintenant l'apparition d'applications de rencontres spécialisées dans l'adultère. Des forfaits à l'heure sont de plus en plus proposés par les hôtels et on assiste à de nouveaux métiers liés à ça, tels que les créateurs d'alibis pour ne citer qu'eux. Non mais sérieux, où va le monde ? On dirait que la fidélité fait partie d'une époque dépassée et que les fidèles, les vrais, sont en voie de disparition, voire passés de mode. Vous ne vous rendez vraiment pas compte du mal que vous causerez à votre partenaire une fois qu'il ou elle l'apprendra et qui plus est, a mis beaucoup d'espoir en vous. Égoïste, voilà ce que vous êtes, ni plus ni moins, à bon entendeur. Chers rêveurs, dans un monde de plus en plus trépidant, ne laissant plus place à la rêverie, vous voilà en train de constater que votre mode de vie est désormais bouleversé. Paradoxalement, un monde sans rêve est un monde qui ne tourne plus. Alors, pourquoi la société veut-elle vous mettre à l'écart, ne souhaitant plus, dans bien des cas, que vous réalisez vos rêves? Le rêve s'exprime par opposition à la réalité. De ce fait, il caractérise la représentation idéale de ce que chacun souhaite et veut peut-être réaliser. En quelque sorte, il nous stimule, car l'être humain par nature ne se satisfait pas de ce qu'il est et de ce qu'il a. Il enrichit donc les possibles. Qu'est-ce qui vous bloque alors? Est-ce les moyens, le courage de franchir le pas ou simplement la peur que votre projet n'aboutisse pas? Souvenez-vous toujours que tout ce que vous voyez autour de vous, hormis les choses naturelles, s'est construit autour d'une idée, et donc était dans l'imaginaire d'une personne qui a su la mener à terme. Arrêtez donc de sans cesse vous inventer d'excuses et foncez. Réalisez ce que vous avez toujours voulu réaliser. Dites-vous que si par malheur vous n'y arrivez pas jusqu'au bout, l'expérience n'en sera que belle. Méditez sur le très sage conseil d'Oscar Wilde qui dit, et je cite, « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Fin de citation. N'ayez plus peur, ni de vos capacités, ni d'éventuels obstacles que vous rencontrerez. Une victoire sans combat, est-il vraiment une victoire? Vous connaissez la réponse. Quoi qu'il en soit, réalisez toujours vos rêves, car il vaut mieux passer sa vie à vivre ses rêves plutôt que de la rêver. En espérant que vos rêves puissent devenir réalité. Bien à vous. Chers orphelins, dont l'enfance a été fortement perturbée par le décès d'un ou des deux parents, vous voilà désormais privés de l'amour essentiel d'un être cher. Cela fait partie des épreuves de la vie, malheureusement. Sachez que même si plus rien ne sera comme avant, tant que vous serez en vie, l'esprit de l'être aimé disparu demeurera à jamais en vous. Celui-ci vous soutiendra dans toutes vos démarches et surtout dans les autres moments difficiles que vous vivrez. Gardez espoir en la vie. Cette épreuve ne doit pas pourrir votre existence. Vous ne devez pas entrer dans une longue dépression ou bien croire que vous êtes l'enfant le plus malheureux au monde, privé du contact d'un parent. Sachez que les étoiles apparaissent toujours la nuit, même dans l'obscurité la plus totale. Je sais, vous êtes orphelin, vous ne saisissez pas vraiment ce qui vous arrive, parfois même ne cherchez pas à comprendre, mais plus le temps passe, plus vous chercherez des réponses sur ce qui s'est passé. De plus, certains d'entre vous auront la chance d'être recueillis par un entourage bienveillant, d'autres auront la bénédiction d'être adoptés et accueillis par une famille aimante. Pour les autres, je m'adresse à ceux qui passeront le reste de leur minorité d'âge dans un orphelinat ou en famille d'accueil miteuse. Je vous en conjure, gardez foi en la vie et persévérez afin que vous puissiez vous en sortir.
Les épreuves laissent des séquelles et elles feront votre force dans ce bout de chemin qu'on appelle la vie. Avec tout mon soutien. Bien à vous. Vous, jaloux, dont le sentiment est fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival, et qui plus est, avez un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui, ne paniquez pas de la nouveauté qui s'immisce dans votre relation aux autres. Qu'elle naisse d'une relation amoureuse, amicale, personnelle ou professionnelle, la jalousie peut prendre différentes formes, mais est rarement sans objet. Dans bien des cas, vous en connaissez la raison. Quel que soit son niveau, cela révèle un malaise et il est important de le corriger. Vous les jaloux, êtes dans un état d'esprit où vous éprouvez des difficultés à gérer vos émotions et de ce fait, vous pousse dans une situation de rivalité plus ou moins consciente, ou encore une attitude de possessivité. Cette jalousie peut être causée par des expériences déjà vécues, des pensées, des perceptions, des souvenirs, mais aussi l'imagination ou les interrogations. Comme à chaque grandeur sa mesure, elle peut aussi être un stimulus non négligeable dans certains types de relations, si toutefois elle survient à petite dose. Pour cela, elle doit pouvoir s'exprimer de façon positive et constructive pour qu'elle nous permette d'avancer et de nous améliorer. Dans le cas contraire, il faut que vous sortiez de cet état. Pour ce faire, il n'y a pas de secret. Dans un premier temps, reconnaissez et admettez que vous êtes jaloux. Ensuite, recherchez depuis quand vous l'êtes, avec quelle personne vous l'avez été et dans quelles circonstances. Cela vous permettra de comprendre que ce sentiment n'est pas seulement lié à votre relation actuelle, mais habite en vous depuis longtemps. Puis, reprenez confiance en vous et surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Dites-vous que chacun est unique, avec ses talents et ses qualités, y compris vous. Comme le dit si bien Edmé Pierre Chauveau de Beauchesne, la jalousie décèle toujours un côté inférieur, quelle que soit la supériorité que l'on puisse avoir. À bon entendeur. Chers honnêtes gens, dans ce monde de plus en plus corrompu et abject, je tiens à vous dire que votre présence est appréciable, car, de nos jours, l'honnêteté est une qualité en voie de disparition. Vous êtes conforme à une morale socialement reconnue. Fidèles à vos obligations, à vos engagements, vous ne cherchez pas à tromper, quitte à souvent en payer le prix. Quand William Shakespeare dit, et je cite, « Tout honnête que soit, il n'est jamais bon d'apporter de fâcheuses nouvelles. Les mauvaises nouvelles, laissez-les s'annoncer elles-mêmes à l'instant qu'elles nous touchent. » Fin de citation, vous n'en avez que faire. Même s'il est vrai que vous vous exprimez plus librement dans les pays dits démocratiques, beaucoup d'entre vous, malheureusement, sont stigmatisés dans les régimes totalitaires car les dirigeants de ces régimes vous soustraient de ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Dès lors que vous parlez trop pour dénoncer des injustices, surtout quand vous êtes de plus en plus écoutés, ils ne lésinent pas sur les moyens pour vous réduire au silence. Quel drame! Malgré les différentes formes d'oppression que vous pouvez subir, tenez bon, nous sommes nombreux à vous soutenir. Comme Benjamin de Lesserre le souligne, la compagnie des honnêtes gens est un trésor. Beaucoup diront que toute vérité n'est pas bonne à dire. À cela, je leur répondrai que le mensonge n'a qu'une jambe, la vérité en a deux. S'ils mentent, un jour ils tomberont, en espérant que vous puissiez servir d'exemple à tous ceux qui manquent de vertu. Bien à vous. Vous, ambitieux, qui éprouvez le désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite sociale, ou simplement de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose, votre détermination nous impressionne. De nos jours, l'ambition a mauvaise presse, du fait que trop de personnes qui sont en train de satisfaire leurs désirs, négligeant bien trop souvent les gens qui les ont permis d'en arriver où elles en sont. De plus, l'histoire tend à démontrer que l'ambition démesurée des uns avait, à bien des égards, causé le malheur des autres. Mais une ambition saine, qui permet la réalisation de soi, est un excellent moteur pour tout humain. Ainsi, les ambitieux dotés de cet esprit sont à même de prendre en main leur vie de manière responsable, dynamique et optimiste, et de mieux surmonter les obstacles. Si vous êtes prêt à tout pour réussir, y compris à écraser les autres sans remords, arrêtez de vous appeler ambitieux. Ce que vous nourrissez, ce n'est pas l'ambition, c'est l'orgueil. Vous ne cherchez pas à vous dépasser, vous cherchez à paraître, à impressionner, à briller dans le regard des autres. Votre moteur, ce n'est pas le progrès, c'est l'ego. Alors posez-vous une vraie question. Est-ce que vous avancez
parce que vous croyez en vous ou juste pour prouver quelque chose aux autres? Parce que tant que vous jouerez ce jeu-là, vous ne serez pas libre, vous serez esclave du regard qu'on porte sur vous. À vous, il faut que vous sachiez que l'ambition doit servir à donner du sens à notre vie, à atteindre une harmonie entre ce qu'on est et ce qu'on fait. De même, elle peut donner une direction à notre existence. C'est donc un élément à prendre en compte si l'on veut personnellement s'améliorer et non s'exhiber. En espérant que vous prendrez en considération ces mots, à bon entendeur. Cher indécis, vous qui avez souvent pour habitude de ne pas être décidé, résolu ou décisif, il serait temps de vous réveiller. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, mais vous choisissez l'immobilisme. On s'étend à essayer de vous comprendre, mais on a du mal à vous suivre. Pourquoi en fin de compte vous ne parvenez pas à trancher, c'est-à-dire à opter pour le préférable, à prendre un parti? Qu'est-ce qui, au fond, vous freine le plus? Est-ce la peur de l'échec, la peur de faire le mauvais choix, la peur de vous imposer aux autres, la peur de la frustration liée au renoncement, un trop grand perfectionnisme ou autre chose? De toute façon, rien ne sert de vous poser toutes ces questions, vous seriez indécis dans vos réponses. Ce qu'il faut savoir sur l'indécision est que, quand les doutes sont permanents, ils vous empêchent d'avancer, favorisent l'inaction, la passivité, le statu quo, la perte de temps, l'inefficacité et empêchent aussi de saisir les bonnes opportunités. Alors la question est, comment vous en sortir de ce cercle infernal? Le plus simple est de faire quelque chose, tout sauf ruminer votre détresse et tourner en rond. De plus, vous devez vous persuader que n'importe quelle décision que vous prendrez sera meilleure que celle qui consiste à n'en prendre aucune. Même une décision imparfaite vous fera avancer. Et si vous vous rendez compte plus tard qu'elle n'était pas la bonne, vous aurez toujours le pouvoir de changer de direction. Ayez donc l'esprit ferme et résolu. Celui qui donne priorité constante dans la conduite de ses actions, à l'unité du sujet agissant et à la fidélité résolue de ses propres décisions. Bien à vous. Chère famille, que vous soyez une famille nucléaire, nombreuse, recomposée, monoparentale, de cœur ou dite traditionnelle, non seulement vous représentez l'unité de base de la société, mais aussi le principal lieu d'éducation et de solidarité. La famille est censée représenter tout le soutien dont aucun autre individu en dehors de ce cadre ne peut nous apporter, tant la solidarité et l'altruisme qui en découlent sont puissants. Bien sûr, les membres d'une famille ne s'entendent pas forcément tous, mais lorsque celle-ci traverse des moments difficiles, en général, les liens ont tendance à se ressouder. Il ne faut pas oublier que même si les liens du sang ont une place importante dans la conception traditionnelle de la famille, ils ne sont pas les seuls à compter. Ce sont souvent les personnes qui nous entourent au quotidien, qu'il s'agisse de membres d'une famille dite classique ou de proches avec qui l'on a grandi, partagé des moments forts et qui ont contribué à notre éducation ou à notre culture, qui façonnent réellement notre idée de la famille. C'est pour cela que, pour certains, des amis de longue date peuvent être perçus comme de véritables frères ou sœurs. À l'inverse, un père biologique peut très bien ne pas faire partie, émotionnellement ou affectivement, de ce que l'on considère comme sa famille. Sachez, chère famille, petite ou grande, chacune de vous a ses richesses, grâce aux liens tissés par ses membres. Bien à vous. Vous, leader, que vous soyez dans la politique ou dans une toute autre organisation, vous avez un rôle important à jouer. Votre influence sur le groupe ou le peuple vous octroie cette légitimité. De plus, vous avez cette capacité à fédérer et à mobiliser les énergies autour d'une action collective. Sachez en faire bon usage, car nombre d'entre vous ne respectez pas vos engagements. Combien de fois des populations ont été déçues de leurs dirigeants? Combien d'entre vous ont été absorbés par des jeux de pouvoir? Vous étiez pour la plupart honnêtes lors de vos débuts, promettant monts et merveilles, et surtout, le changement. Triste est de constater que très peu le sont encore aujourd'hui. Triste est de s'apercevoir que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, telle une prophétie de Montesquieu. Vous pouvez cacher au groupe ou au peuple vos méprisables intentions, mais sachez que cela ne se fera pas sans conséquence. Tôt ou tard, viendra l'heure de l'addition.
L'histoire l'a trop souvent démontré, et ce, depuis la nuit des temps. Combien de leaders de ce monde ont été évincés de leurs fonctions? De Napoléon Bonaparte à Hosni Moubarak, en passant par Adolf Hitler, le nombre n'est plus quantifiable. Une fois que vous accédez au pouvoir et que l'euphorie commence à vous enivrer, il est nécessaire de vous rappeler de vos fondamentaux. C'est pourquoi vous vous êtes battu pour en arriver à cette position. Si vos causes sont louables, peut-être qu'avec toutes ces interrogations, vous pourrez vous retrouver. Et ainsi, mieux avancer en faisant des choix meilleurs pour le bien du groupe ou du peuple. À défaut d'avoir confiance en vous, les membres indignés pourraient vous ostraciser. Qui ne peut rien pour lui-même ne peut rien pour les autres. Cordialement. Chère prostituée, que vous soyez escort girl, gigolo, poule de luxe, prostituée de profession ou occasionnelle, et que cela ait été un choix, une nécessité ou une contrainte, sachez que je vous porte dans mon cœur. Cela ne doit pas être chose facile, tant physiologiquement que psychiquement. Le plus vieux métier du monde est un marché qui génère plus de 100 milliards d'euros. Transaction qui s'effectuait directement, main dans la main. Avec le client autrefois, la prostitution est désormais invisible ou déguisée. Invisible dans le sens où elle touche tous les milieux et déguisée car, depuis l'arrivée d'Internet, elle s'est aussi mondialisée, faisant accroître le nombre de réseaux criminels. Aujourd'hui, on sait que 3/4 des prostituées le sont par nécessité et surtout par contrainte. Très peu d'entre vous ont souhaité l'être dans leur vie. Cela représente une véritable problématique pour toutes les autorités responsables du sol sur lequel vous exercez, car votre activité va de pair avec la traite des êtres humains, qui, elle, est une atteinte aux droits de l'homme. On entend traite des êtres humains le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie ou à d'autres moyens en vue de l'exploiter. D'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Cela reste aussi applicable pour une prostituée, bien à vous. Vous, ingrat, qui manquez de reconnaissance pour un bienfait reçu, vous me mettez hors de moi. Êtes-vous au courant à quel point l'ingratitude peut blesser? À voir votre comportement, on dirait que non. À croire que toutes les personnes que vous avez côtoyées dans votre existence vous ont toujours été reconnaissantes. Bande de mégalomanes qui ne pensaient qu'à vous. Sachez que si vous continuez à vous comporter de la sorte, les gens qui vous entourent finiront par couper les ponts et vous finirez seul dans vos vies, rien que vous pour vous suffire. Bien sûr, cela ne changera pas de d'habitude. N'empêche que là, vous serez brutalement confronté à la réalité. Vous vous rendrez compte que dans la vie, rien ne nous est acquis et surtout que nous sommes tous nés égaux. Si vous n'appréciez pas la chance que vous avez dans le présent, vous finirez par l'apprécier dans le futur. Malheureusement, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Ainsi, il vous sera plus facile de prendre en considération l'aide et le soutien des autres. De nos jours, avec l'évolution des mœurs, l'ingratitude est devenue monnaie courante. Les enfants ne saisissent plus l'importance des bonnes valeurs que leurs parents les ont inculquées, surtout passé un certain âge. Les gens en couple ne saisissent plus les petites attentions de leur partenaire. Le besoin de reconnaissance fait partie de la condition humaine. Il est le garant de bonnes relations humaines. Non pas que l'on veuille sans cesse faire les choses par intérêt, mais simplement parce qu'on éprouve le désir de faire plaisir à l'autre en espérant que celui-ci s'en aperçoive. Alors, soyez plus réceptifs aux bonnes intentions que les gens vous portent et montrez-leur de la gratitude. Ils en seraient ravis, croyez-moi. À bon entendeur. Chers amis, comment vous dire à quel point vous représentez beaucoup dans nos vies? Vous avez toujours été là à partager nos joies et nos peines, à nous donner de véritables conseils pour nous faire progresser dans ce monde et surtout à nous soutenir. L'ami est le témoin du vécu d'un homme et plus encore, un vrai ami n'est pas celui qui vous aide à sortir de la merde, mais est celui qui vous empêche d'y être. Que nous nous soyons connus depuis la jeunesse ou simplement dans un concours de circonstances, nous avons décidé dès ces instants, voyant que le feeling passe naturellement, de rester en contact. Cette forme de relation, à l'instar de l'amour, peut s'estomper avec le temps et doit par conséquent s'entretenir.
Si un réel ami, en esprit et en cœur, nous est bénéfique, prenez garde d'un ami qui s'intéresse à vous que par intérêt, ou pire, vous veut du mal. La moitié d'un ami reste la moitié d'un ennemi. L'histoire nous l'a trop souvent enseigné avec le temps. Jules César et Marcus Brutus, Thomas Sankara et Blaise Compaoré, Patrice Lumumba et Mobutu Sese Seko, Malcolm X et Elijah Muhammad, et j'en passe. Combien d'amis que l'on considérait nous ont trahis pour une histoire d'hommes, de femmes, d'argent, de jalousie ou encore de renommée. Sans pour autant entrer dans la paranoïa, il est nécessaire de s'inquiéter de ses amis autant que de ses ennemis. Voltaire le dit très bien. « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. » Néanmoins, il est important de préserver ses amis et de faire attention à l'attitude qu'on a avec eux, attitude qui peut parfois blesser. Il ne faut pas oublier qu'on ne se fait pas d'amis d'enfance dans une maison de retraite. À nos amis, et ce pour la vie, bien à vous. Chers dépendants, que vous soyez dépendants aux substances illicites, aux jeux, au sexe, à l'alcool ou à d'autres formes de dépendance, il vous faut sortir de cet état pathologique. Chose bien plus facile à dire qu'à faire. Nous sommes conscients des difficultés que cela entraîne. Pour ce faire, comme toute autre maladie, cela nécessite une prise en charge spécialisée. En général, dès les premiers signes de dépendance, vous ne vous rendez pas compte dans quelle machination vous êtes, puisque les addictions entraînent une modification du fonctionnement normal du cerveau, qui se retrouve alors dépendant, passant du simple usage à l'abus, pour ensuite devenir dépendance. La dépendance est à la fois votre bol d'air, votre équilibre, la raison de votre bonheur et en même temps votre pire ennemi et la raison de vos souffrances. Vous devez absolument en parler à votre entourage et ce, le plus tôt possible afin d'éviter que le sujet ne devienne un tabou plus tard. Vos proches, s'ils tiennent à vous, vous soutiendront et vous aideront dans cette épreuve particulièrement difficile, pourvu qu'ils le fassent avec tact et sans critique. Soyez aussi la seule personne à pouvoir vous donner de l'amour, dans le sens où votre bonheur ne doit pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Enfin, chers dépendants, vous ne devez absolument pas avoir honte de ce qui vous arrive. L'essentiel étant d'accepter de recevoir de l'aide et que vous décidez de faire les efforts nécessaires pour sortir de cet état, en espérant que votre guérison soit proche. Bien à vous. Vous, commère, dont la bouche ne cesse de colporter des nouvelles partout, qu'elles soient exactes ou fausses, c'est fou de constater à quel point vous êtes bavarde et à l'affût de tous les racontards. Pourquoi éprouvez-vous ce besoin de parler à tort et à travers sur les autres, quitte à leur causer préjudice? Au fond, une chose est certaine. 3 facteurs motivent cette attitude. Premièrement, il y a l'envie et la jalousie. Après tout, éprouver de l'envie ou de la jalousie envers quelqu'un, c'est reconnaître son mérite. Le deuxième facteur est l'ennui. N'avez-vous jamais entendu ce dicton populaire qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices? Sachez que les commérages en font partie. Enfin, il y a le manque de confiance en soi, car là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. De toute façon, comme on dit, les rumeurs sont créées par les jaloux, crues par des curieux et répétées par des imbéciles. Tôt ou tard, vous apprendrez qu'à chaque action sa conséquence. Donc, s'il vous plaît, arrêtez vos commérages, arrêtez de porter l'œil aux gens, surtout quand ils ne vous ont rien demandé. Comme tout le monde, vous avez une vie. Donc, recentrez-vous sur cette dernière au lieu de vous focaliser sur celle des autres, en espérant votre évolution dans le bon sens. À bon entendeur. Vous, égoïstes, qui vivez pour beaucoup dans des sociétés individualistes et ne vous préoccupez que de votre intérêt au détriment des autres, on ne vous supporte plus. Se soucier de soi est psychologiquement sain. Ce qui ne l'est pas, c'est de ne se soucier que de soi. Autant l'égoïsme dans l'enfance est compréhensible, autant une fois passé ce stade, vous craignez. On ne vous demande pas de rendre sans cesse service aux gens, ça, personne n'a pu, ne peut et ne saurait le faire. Simplement, soyez égoïstes dans le bon sens, pour cesser de l'être dans le mauvais. Des études ont montré que l'égoïsme est moins présent dans les sociétés collectivistes que celles individualistes. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans les sociétés individualistes, les gens ont tendance à ne se soucier que d'eux-mêmes, à chouchouter leur petit « moi » et à cultiver leur singularité. En cas de coup dur,
Leur individualisme les rend plus vulnérables que ne le sont les membres des sociétés collectivistes. Ils ne peuvent alors compter que sur eux-mêmes. Les conditions de vie des sociétés collectivistes poussent leurs membres à être ouverts au partage et à l'altruisme. Et si, vous égoïstes, n'avez que faire de ces mots en espérant vous faire réfléchir, sachez que selon Louis Belmonté, l'égoïsme est une prison n'ayant que soi pour seul horizon, à bon entendeur. Chers pauvres, vous qui ne disposez pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société, vous avez ma compassion. Ayant une insuffisance de ressources matérielles affectant la nourriture, l'accès à l'eau potable, les vêtements, le logement ou les conditions de vie en général, ou de ressources intangibles telles que l'accès à l'éducation, au développement personnel ou encore à l'exercice d'une activité valorisante, nul d'entre vous ne devrait vivre dans ces conditions car la pauvreté limite l'accès à vos droits fondamentaux. De plus, vous êtes confrontés à toute une palette d'inégalités qui se renforcent les unes sur les autres. Celles-ci limitent vos possibilités à vous réaliser pleinement. Inégalités qui finissent par vous isoler de votre famille et de vos amis, vous faire perdre espoir et vous sentir impuissant et exclu. Inégalités qui vous font vivre dans un quartier dangereux où la criminalité et la violence sont élevées et où les conditions environnementales sont mauvaises. Inégalités qui finissent par vous faire exploiter ou vous mettre dans des situations illégales, vous faire être victime de discrimination, faire en sorte que vous soyez dans l'impossibilité de vous acheter des médicaments pour vous faire soigner et autres contraintes encore. Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins, on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau, mais cette goutte est nécessaire. Cette citation de Mère Teresa résume assez bien le travail que nous devons effectuer avec les moyens qu'on dispose pour éradiquer la pauvreté dans ce monde. Chaque individu a sa part de responsabilité et c'est en se battant tous ensemble, malgré nos différences, qu'on arrivera à éliminer ce fléau. Bien à vous. Chère femme, comment vous dire à quel point vous inspirez ce monde? Que l'on soit des hommes ou des enfants, nous vous serons éternellement reconnaissants. En dehors du fait que vous nous ayez mis au monde, vous êtes l'essence même de notre destinée, notre accomplissement. Après tout, l'homme n'est qu'un individu, la femme, toute une civilisation. Ce sont pour ces principales qualités que dans beaucoup de sociétés dans l'histoire jusqu'à présent, les hommes ont toujours voulu vous protéger, vous mettant en quelque sorte sur un piédestal et voulant sans cesse que vous soyez dépendante d'eux. Beaucoup l'ont fait avec bonne intention, afin que vous ne manquiez de rien. D'autres, de manière brusque. Heureusement que les époques changent, et pour ce cas précis, vous les femmes, dans le bon sens. Certes, les mœurs évoluent plus rapidement dans certaines régions du monde que dans d'autres, mais elles évoluent quand même dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours eu un rôle dans ce monde, celui d'être complémentaire à l'homme. Tel le yin l'est du yang, le feu l'est de l'eau, ou encore le ciel l'est de la terre. Et c'est à ce juste titre que les hommes doivent définitivement l'assimiler. Qu'ils arrêtent de vous voir d'un œil supérieur, mais qu'ils s'interrogent plutôt à quelle est cette chose en plus qu'ils peuvent vous apporter que vous n'ayez déjà. C'est en ayant ce genre de pensée que les mentalités bougeront fortement. J'invite tous les hommes à vous devoir plus de respect s'ils ne l'ont pas. S'il y en a qui se considèrent sexistes ou misogynes, nul doute qu'ils restent ignorants. Encore heureux que l'ignorance ne soit pas une fatalité. Bien à vous. Vous, papa, qui pensez qu'il suffit d'engrosser une femme pour s'approprier la qualité de père, vous craignez? Être père aujourd'hui ne représente plus rien pour beaucoup d'hommes, n'assumant plus ou pas du tout leurs responsabilités. Le rôle du père est de permettre la maturation individuelle de son enfant et d'être ce tiers séparateur qui impose des limites dans la relation mère-enfant. Relation qui est l'essence même du maternage. Ainsi, il le pousse à acquérir le statut d'adulte mature. Ce statut l'aidera à être une personne sexuée, autonome, ayant intégré la loi commune et capable d'assumer des responsabilités dans sa vie. Le père, avec l'appui de la mère, doit accompagner l'enfant dans sa construction psychique, son développement personnel et lui inculquer une éducation
Pour ceux qui préfèrent laisser cette place à une autre personne parce qu'ils n'ont simplement pas ou plus de temps à accorder à leur protégé, à cela je répondrai que même si on peut pallier à son absence, on ne remplace jamais le père. Votre absence aura toujours des effets dans la formation de sa personnalité. Donner la vie est un don de Dieu que vous avez reçu. Trop de gens dans ce monde n'ont eu cette chance et seraient prêts à tout pour l'avoir. Demandez à ceux qui sont passés par la voie de l'adoption. Croyez-moi qu'ils auraient tant aimé être le père biologique de leurs enfants, ces enfants qu'ils chérissent de tout leur amour. Alors messieurs, je vous invite à vous réveiller et à vous porter responsable de vos enfants, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. À bon entendeur. Vous, les sectes, que vos membres adhèrent à une même doctrine religieuse ou philosophique et soient en rupture avec les croyances et les valeurs du reste de la société. Vos croyances et votre comportement sont jugés obscurs ou malveillants pour cette dernière. Beaucoup de personnes vous pointent du doigt. Elles ont raison de le faire. De nombreuses études démontrent que pléthore de vos responsables adoptent comme comportement le refus des lois, exercent des voies de fait, accomplissent des détournements, font de l'abus de confiance et des escroqueries, appliquent des mauvais traitements, incitent à la haine et maintes choses encore. Franchement, vous ne vous rendez pas compte dans quelles souffrances peuvent être les proches de vos membres qui, eux, font tout leur nécessaire pour qu'ils y en sortent. Chose difficile à faire, car vous leur avez soit bien endoctrinés, soit fait peur au point qu'ils ne peuvent vous quitter, sous peine de représailles. Comme si cela ne suffisait pas, les membres lambda ne vous sont pas si intéressants que ça. Non, tout ce dont il vous faut désormais, c'est de lobotomiser des personnes assez connues afin qu'elles deviennent des futurs membres bien fidèles. L'idée est qu'elles parlent de vous et répandent vos bienfaits à un large public. Par la même occasion, vous leur soutirez le plus d'argent possible. Des exemples, il y en a à l'appel. La Kabbale avec Madonna, la Scientologie avec Tom Cruise ou encore la Nation de l'Islam avec Malcolm X, pour ne citer que. Alors secte, disparaissez de nos vies car vous êtes néfaste à l'homme, contrairement à ce que vous vous efforcez de faire croire à vos membres. À bon entendeur. Chers anticonformistes, vous qui vous opposez aux usages établis et aux traditions, je vous admire. Il est de votre droit de refuser d'être celui qu'il convient d'être. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, sous prétexte que vous ne vous conformez pas au modèle édicté par la majorité, sont stigmatisés. C'est injuste. Dans ce monde où le conformisme favorise l'intégration sociale, l'anticonformisme est souvent source de méfiance, d'hostilité, voire d'exclusion de la part des représentants de la norme et de l'ordre. Il a même été qualifié de maladie mentale selon le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. On aura tout entendu. Alors soyez fiers pour ce que vous êtes, surtout si vous vous battez pour une cause que vous jugez juste. Pour ceux qui sont contre le fait qu'il y ait des gens prêts à dépenser des sommes faramineuses par vanité, tandis que, dans les quatre coins de ce monde, certains meurent de faim, continuez à le revendiquer. De même pour ceux qui refusent d'entrer dans l'ère numérique parce que cette façon de vivre ne leur correspond pas. Il y a des individus de tous parts qui vous écoutent et partagent votre opinion. Rien n'est plus noble que de se battre pour des idéaux que l'on considère justes, quitte à y perdre la vie. Ne doutez jamais de vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes de ces individus qui n'accordent pas d'importance à ce que les gens peuvent penser. Vous n'avez pas peur de dire les choses. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, quitte à en subir les conséquences. Vous n'avez pas peur de défendre vos idées et à en débattre. Vous connaissez vos limites et surtout, vous vous fiez toujours à votre libre arbitre et cela en toutes circonstances. Ne baissez pas les bras. Bien à vous. Vous, hommes, dans une société de plus en plus imprégnée par la théorie du genre, difficile aujourd'hui de savoir ce qu'est un homme, un vrai, malgré la vision archaïque que le monde a de lui. Certes, un homme, c'est le contraire d'une femme. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi le contraire d'un garçon. On ne naît pas homme, on le devient, et devenir un homme, c'est abandonner les traits de caractère d'un enfant. Donc plus vous remplacez les façons enfantines de penser, de parler et d'agir par des façons d'adultes de penser, de parler et d'agir, plus vous vous montrez homme. Pour ceux qui ont des idées reçues qui datent de Mathusalem,
vous pouvez les oublier. Être un homme, c'est aussi avoir une personnalité, c'est-à-dire s'assumer en tant qu'être vivant, ayant des désirs, des valeurs, des buts et des préférences. Il n'a pas à les justifier à quiconque. De plus, c'est assumer ses choix et ses décisions. Si un enfant se cache derrière la jupe de sa mère lorsqu'il fait une erreur, l'homme se tient debout devant sa mère, prenant de plein fouet les conséquences, parfois dures et tranchantes, pour la protéger. Il doit agir et non parler, et faire ce qui doit être fait. Les qualités qui complètent son profil sont qu'il doit être prêt à échouer, car il s'éduque plus dans les échecs que dans les succès. Il a confiance en lui, car son attitude exprime qui il est. Il n'a pas peur de s'exprimer en amour, il est prêt à affronter ses peurs, il sait honorer la masculinité des autres hommes, il accepte la responsabilité des relations qu'il engage dans sa vie, et il n'a pas peur d'assumer sa sexualité. À un moment, homme, il faut cesser de jouer les moutons égarés, mais prendre le contrôle de vos vies. C'est-à-dire décider ce que vous voulez, ce que vous aimez, qui vous êtes et où vous voulez aller. À partir de là, vous cessez d'être un adolescent et devenez un homme, cordialement.